Monsieur Upinski, vous vous êtes fait connaître par une série de prévisions et de démonstrations fracassantes. Nous commençons par exemple en 1977. Vous avez démontré que les enseignements des mathématiques n'étaient pas bons pour l'intelligence. Ça créerait une crise 30 ans après. Voilà. Vous avez aussi parlé de l'Union européenne en 1992. En démontrant qu'elle ferait l'inverse de ce qu'elle annonçait. Versailles, l'exposition Koons. Oui, et puis, qui aboutit à un succès avec la résurrection de Versailles. Il y a une exposition actuellement, effectivement. D'accord, alors vous êtes un combattant et votre combat pour la langue française est très très bien connu. Vous avez aussi travaillé dans l'industrie pharmaceutique. D'où voici ma question. Que vous inspire l'épidémie du coronavirus en Chine? Oui, c'est la grande question d'actualité qui fait de cette épidémie, pandémie, peste planétaire, en tout cas, une véritable arme de destruction massive du mondialisme. C'est-à-dire que ce n'est pas la mondialisation, c'est le mondialisme. Donc c'est un défi à l'intelligence qui est à relever. C'est une véritable démonstration, nous verrons un théorème, c'est un cas d'école, et c'est la remise en cause radicale donc de cette idéologie du mondialisme. Comment? Parce qu'elle rend visible les ressorts de cette peste planétaire, donc de l'ultralibéralisme. Alors, en tant que président de l'ERAMA, l'Alliance internationale pour les apports de Maurice Allais, je voudrais commencer par un hommage à Maurice Allais, qui a annoncé très précisément cette peste en 1999 dans son livre « Mondialisation, la destruction de la croissance et de l'emploi, l'évidence empirique ». Et alors, donc, Maurice Allais a été censuré. Donc c'est une sorte de gilet jaune, si je peux dire, de l'époque. Il a été censuré et les conséquences sont apparues. Et on peut dire que maintenant, nous passons à la vitesse supérieure avec cette épidémie. Alors Maurice Allais disait aussi, à quoi sert la science, la connaissance, si elle ne change pas la condition des hommes? Donc le message, c'est qu'il faut utiliser cette tragédie pour enfin changer la condition des hommes en réarmant l'intelligence, c'est-à-dire en osant voir, dire et tenir les conséquences de cette situation. Donc, cette tragédie est une chance pour réarmer l'intelligence et se recentrer sur nos véritables intérêts vitaux. Voilà. Est-ce que vous avez une question suivante? Monsieur Upinski, qu'est-ce qui vous a fait penser que ce que vous nous exposez est un cas d'école? Écoutez, d'abord, il y a des déclics. Moi, j'ai eu un certain nombre de déclics, et le déclic qui m'a fait penser qu'il fallait parler de cas d'école, c'est d'abord la rapidité. C'est-à-dire qu'on voit que cette épidémie démarre le 8 décembre en Chine, et il faut attendre le 13 janvier pour que cette épidémie sorte de Chine. Donc au début, c'est très lent. C'est l'histoire du nénuphar qui double, et puis après qui s'accélère. Mais nous avons, donc le 31 décembre, après, vous avez le 11 février, on annonce 1000 morts, le cap des 1000 morts. Et 2 jours après, c'est 1380, donc, qui sont annoncés. Donc on a affaire à une croissance exponentielle, si je peux dire, une progression géométrique, qui rappelle, disons que la grande peste noire du XIVe siècle. Alors espérons bien entendu que les choses pourraient être contenues, mais la peste noire a détruit un tiers d'Europe. Donc il y a eu tout un ensemble de conséquences, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir en arrière-fond cette épidémie de la grande peste noire. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on insiste beaucoup sur l'aspect médical, mais on voit bien que au-delà de ce drame médical, il y a tout un ensemble de conséquences qui couvrent tous les domaines et qui font, hélas, un cas d'école qui permet de voir les ravages de la mondialisation en mettant le ressort d'iniquité de l'ultralibéralisme. Donc il y a l'aspect médical, et donc déjà à l'époque, évidemment, les voyageurs avaient transporté, évidemment, en Europe, la peste noire. Mais qui, je rappelle, s'est terminée assez rapidement.
6 ou 9 mois, donc un tiers de la population, un tiers ou 40% éliminée en 9 mois. Bon, on ne pourra pas l'avenir, mais je voudrais insister sur la question au-delà de l'aspect médical. Et je crois qu'il faut, en espérant que les choses vont s'arrêter le plus rapidement possible, il faut que l'intelligence prenne le relais. Ce qui est dramatique, c'est, dans le cas de Maurice Allais, l'intelligence n'a pas pu s'exprimer, hein, donc, et maintenant il faut que l'intelligence reprenne le pouvoir. Donc c'est mon message pour réarmer l'intelligence. Bon. Alors, donc voilà, donc c'est cet aspect. Alors que voit-on? On voit qu'on a tous les secteurs qui sont atteints. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu, par exemple, disons que en France, c'est 30 000 morts, lorsque le fameux été, il y a eu cet été la canicule, ça n'a pas arrêté l'économie. Donc là, on voit qu'il y a cette peur qui gagne, c'est-à-dire qu'il y a la partie visible, et puis vous avez une ville morte, vous avez Pékin, qui est une ville morte, quand vous empêchez les personnes de sortir, vous voyez tout un ensemble de conséquences. Alors les conséquences, ce qui est intéressant, c'est que les conséquences sont déjà chez nous, avant que l'épidémie n'ait gagné l'Europe. Et ça, c'est la peste de l'ultralibéralisme. Alors vous avez eu évidemment d'abord le blocage. Le blocage, la mobilité est réduite. Donc ça va amener évidemment à une baisse des conséquences sur le pétrole, sur la demande de pétrole. Bon, vous avez les usines qui commencent à s'arrêter. Bon. Et vous avez donc les conséquences sur l'industrie. Sur l'industrie, vous avez la téléphonie, vous avez l'électronique, vous avez l'informatique. Alors, on voit ce côté tout à fait pervers de cet ultralibéralisme, c'est que à l'époque du XIVe siècle, donc on peut faire une sorte de roman, hélas, d'anticipation, de science-fiction, d'horreur, c'est qu'il y avait une autarcie. C'est-à-dire que nos ancêtres savaient qu'il fallait mieux quand même se nourrir avec ce qui est prêt. Il fallait, d'ailleurs, il y avait la solidarité entre les proches, donc il valait mieux acheter chez le voisin qu'ailleurs. Donc ce système tout à fait de cupidité internationale qui est l'ultralibéralisme, ce système de prédation, de pillage, veut que l'on fasse faire ce qui est à l'esclave, si je peux dire, le moins cher, ce qu'on ne veut pas faire par son voisin. Alors là, vous avez retournement, parce qu'à la limite, on peut imaginer que dans tous les moteurs, il y ait une pièce qui soit faite en Chine, et on peut imaginer que tout s'arrête. C'est la panne globale. Bon. Bon, donc vous avez cet aspect-là. Vous avez maintenant l'aspect médical, puisqu'on apprend par exemple, bon, sur des choses qui sont à vérifier, parce que j'ai vu que c'est peut-être un petit peu moins grave que ça, mais vous avez par exemple le paracétamol qui ne peut pas être produit totalement. Vous avez des produits médicaux, donc vous créez la crise, à la limite, des produits pharmaceutiques ça va entraîner une crise médicale. Enfin bon, donc vous voyez, c'est la stratégie de l'Union. Puis après vous avez les politiques. Vous avez des politiques qui tombent. Bon, la crise gagne la politique. Vous avez ensuite tout ces tombeaux, ces chutes qui doivent conduire à faire cette analyse qui est faite en hydraulique. Vous colorez l'eau et vous voyez tout le système, finalement, de cette perversion qui nous a ruinés. Parce qu'il faut bien comprendre que l'ultralibéralisme, comme l'a annoncé Maurice Allais, c'est la ruine de l'Europe. Et les gilets jaunes sont la conséquence du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ce que disait Maurice Allais. Donc maintenant, il faut que cette vérité éclatante, eh bien, l'intelligence se révolte, reprenne le pouvoir, et qu'on en finisse avec cet ultralibéralisme qui nous détruit, qui déplace notre richesse vers la Chine, qui déplace notre connaissance. C'est une folie. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez la préservation du savoir-faire, et maintenant, vous donnez à la concurrence, et vous êtes ruiné en retour. Donc, cette démonstration, c'est un véritable théorème. Voilà, question suivante. Okay. Quelles leçons pouvez-vous nous en tirer de cette situation? Écoutez, on arrive à un véritable théorème. Bon, je ne cesse de parler d'inversion. C'est-à-dire que ce que doivent comprendre en particulier les Français, pour retrouver leur prospérité, hein, et non pas pour répartir la pauvreté, comme on le voit, c'est que c'est ce système qui privilégie l'ultralibéralisme, le lointain au prochain. C'est-à-dire qu'il favorise l'étranger par rapport à son voisin. Bon, c'est la cupidité par rapport à l'altruisme et l'entraide, et la solidarité. C'est la quantité sur la qualité, c'est le commercial sur le producteur, c'est-à-dire c'est le commerçant qui étrangle
le producteur et qui empêche les tomates de Marmande de pousser, si je peux dire, au profit des tomates espagnoles. C'est vraiment l'avoir qui est privilégié sur l'être. Bon, c'est vraiment vraiment pour résumer, c'est le prédateur sur le créateur et l'avoir sur l'être. C'est ça qu'il faut comprendre à chaque fois. Alors évidemment, la mauvaise nouvelle arrive, vous n'allez pas avoir peut-être les médicaments, enfin, jouons hélas au jeu de l'avenir catastrophique, que je n'espère pas bien entendu, mais chaque fois qu'il y a une conséquence négative, eh bien il faut se dire, c'est cette peste, c'est la peste de l'ultralibéralisme qui est la véritable peste qui est derrière. Bon. Alors, donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, et donc c'est cette inversion des valeurs. C'est-à-dire que l'ultralibéralisme inverse les valeurs, enlaidit, abétit, appauvrit et nous mène au néant. Que ce soit les circuits migratoires, que ce soit les circuits financiers, que ce soit les circuits qui font que quand vous mangez des frites, par exemple, elles ont été cultivées en bout, recyclées en Algérie ou ailleurs. Enfin, c'est complètement fou comme système. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre pour en finir, et c'est la bonne leçon, la chance, hélas, de cette tragédie. C'est-à-dire qu'il faut que cette tragédie ne soit pas perdue et qu'en fait, on revienne, disons, à la logique, à l'intelligence. Voilà. Alors, question suivante. J'en ai déjà posé 2. Quelle est votre conclusion, monsieur Upinski? La conclusion, c'est qu'il faut réarmer l'intelligence. Il faut absolument réarmer l'intelligence. Et dans mon premier livre, De Plus de Hegel 5, j'avais cité Malraux qui disait « Le grand combat intellectuel de notre temps a commencé. Et maintenant, c'est le moment de se mobiliser, j'allais dire en prévision des présidentielles. Il faut balayer tous ces mensonges qui nous ruinent. Et donc c'est un appel, finalement, cette tragédie est une chance pour lancer cet appel à redonner à l'intelligence ses droits, à la vérité ses droits, à la pensée ses droits, à la logique ses droits, et au véritable intérêt de ses compatriotes, ce qui n'empêche pas d'être utile aux autres, de leur redonner tous les moyens de sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes et dont nous voyons le spectacle encore affligeant aujourd'hui avec la politique qui est tombée au niveau du caniveau. C'est ce que nous avons vu dans la nouvelle d'aujourd'hui que je ne commenterai pas. Voilà, donc c'est le combat intellectuel auquel nous engageait Malraux et évidemment Maurice Allais, qui, je le rappelle, disait mondialisation, la destruction de la croissance et de l'emploi, l'évidence empirique. Eh bien, l'évidence empirique que certains lui ont reproché à l'époque en disant que sa démonstration n'était pas suffisante, eh bien maintenant, cette pandémie, cette peste actuellement du coronavirus, c'est l'évidence empirique qu'il faut maintenant réarmer l'intelligence et remettre à l'endroit le langage, l'économie et la politique.